Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans ce 13h. Les titres. Pendant le mois de Ramadan, le musulman est privé de boire et de manger la journée durant. Une chose pas facile pour artisans travailleurs qui exercent certains boulots éprouvants. Allier Ramadan et métier pénible, rime-t-il? Est-ce aisé pour effectuer des tâches ardues ou lourdes et comment s'y prendre au mieux si vous devez travailler toute une journée? On en parle en début d'édition. La confirmation de la perspective de notation à B+, stable du Bénin par l'agence Fitch était le sujet principal de la rubrique Ça se discute de Le Grand Soir de ce 18 avril. Les débatteurs ont apprécié les explications du porte-parole du gouvernement qui a effectué une sortie médiatique dimanche sur le sujet. Et puis à suivre notre production sur la nouvelle configuration de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Conseil électoral et la Direction générale des élections sont les deux organes instaurés par le Code électoral révisé en 2019. Les rôles et les missions spécifiques de ces deux structures sont à suivre. Bienvenue à toutes et à tous. Bientôt 3 semaines qu'a démarré le mois du Ramadan. Les musulmans en âge et en santé sont tenus de jeûner et boire depuis l'aube. Ils doivent s'abstenir de manger et de boire depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Parmi eux, il y a des travailleurs qui dépensent beaucoup d'énergie dans l'exercice de leurs fonctions. Il est donc très difficile pour eux de tenir toute la journée. Que doivent-ils manger pour ne pas se retrouver à bout de force en plein jeûne? Rina Zola et Isaac Mombo se sont intéressés au sujet. Suivez. Démarré depuis 2 semaines, le jeûne musulman se poursuit. Les fidèles qui exercent des métiers pénibles vivent cette période de façon particulière. Portefaix, maçons, racoleurs et autres doivent par exemple dépenser beaucoup d'énergie pour avoir leur gagne-pain, ce qui n'est pas du tout aisé en cette période de privation. Comment font ces travailleurs durant cette période de carême? Ont-ils la même alimentation que celle d'habitude? Certains jeûneurs nous expliquent comment ils arrivent à tenir et d'où ils puisent leur force. On est déjà habitué depuis l'enfance. Il y a d'autres musulmans qui se sont repentis. Première des choses, je vais dire, on mange chaque fois, mais au temps de carême, comme Dieu sera dit, c'est comme ça qu'on doit se respecter. C'est pas que parce qu'on n'a pas mangé dans la journée, c'est pourquoi on ne peut pas travailler, non. Mais si tu travailles, tu ne peux pas sentir que tu es en fait même. Ça là, c'est pas un truc de la force, c'est la volonté de Dieu. Durant cette période de carême, pour compenser l'énergie dépensée, ces fidèles doivent avoir une routine alimentaire particulière pour ne pas se retrouver à bout de force. La nutritionniste Fidèle Humpati renchérit sur l'alimentation à suivre. Le matin, en principe, il doit prendre une portion de céréales, une portion de protéines, c'est-à-dire le lait, et un fruit, nécessairement un fruit. Et ils doivent prendre également une portion de protéines, une source de protéines. Le soir, on doit manger forcément léger. Ces fidèles en particulier sont-ils obligés d'observer le jeûne avec la pénibilité de leur métier? Selon l'imam de la mosquée centrale de Oihan, Bour Salman, le Coran stipule qu'une exception est faite pour certains cas. Mais ces personnes exceptées selon la situation devront obligatoirement rattraper le jeûne après la période de carême. Sauf les malades et les voyageurs et les âgés, comme les vieux et les vieilles. C'est eux-là que le Seigneur les a donné autorisation de rompre. Il y a parmi eux ceux-là qui vont rembourser après Ramadan. Il y a ceux-là qui ne remboursent jamais. Étant le devoir de tout musulman, le carême est une dévotion que chacun doit respecter quelle que soit sa profession. Poursuit l'imam Bour Salman. Le carême est une obligation religieuse dans l'islam. C'est une adoration que l'assistance et l'aide divine est dedans. Ça veut dire que les musulmans ne sentent pas qu'ils ont jeûné lorsqu'ils accomplissent les devoirs de la journée. Parmi les musulmans qui vont jeûner, il y a des cultivateurs qui vont aller au champ pour cultiver. Il y a des maçons qui vont aller les chantiers pour accomplir. Tout, ils ne sentent rien parce qu'ils ont déjà mangé. Et cette nourriture qu'on mange le matin, c'est une nourriture bénie. Ne voulons donc pas s'écarter de ces prescriptions de piliers importants de l'islam
et de ne pas se priver des grâces de cette période, les jeûneurs aux métiers pénibles arrivent à bien s'en sortir. De plus, selon eux, le carême est doté d'une puissance qui soulage les maladies. La plupart du temps, je me concentre, mais des fois aussi, surtout à la fin de la journée, c'est un peu difficile, mais on y arrive, voilà. Je ne me fatigue rien. Mais si je vais consommer de l'eau pour faire la carême jusqu'à 19h. Ça ne me rien dit. Ça ne nuit pas à notre santé. Il a même dit que le jeûne, ça renforce encore plus le système immunitaire, donc c'est bon pour nous. La carême, ça diminue la maladie dans le corps. Et pour une alimentation équilibrée qui répond à leurs besoins, la nutritionniste Fidèle Humpati conseille à ses travailleurs à profession difficile de consommer des aliments riches en protéines. Pour ceux qui font les métiers durs, par exemple les maçons, les menuisiers, ceux qui font les métiers qui ont besoin, ils doivent prendre beaucoup d'aliments de sources énergétiques. Rappelons que le jeûne permet aux musulmans de se purifier. Le travail ne saurait donc être pour eux une excuse pour ne pas jeûner. Voilà, l'univers médiatique pleure depuis le 12 avril. Richard Agnambossou, ancien journaliste de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, ORTB. C'est l'une des grandes figures de la presse béninoise qui a d'ailleurs inspiré plusieurs générations. Nous sommes allés à la rencontre de Joseph Ogouchi, Constant Adinoukun, des journalistes qui l'ont connu et côtoyé. On suit leur témoignage. Peuple dahoméen, soyez heureux. Je vous parle depuis Porto Novo, devant le bâtiment de l'Assemblée nationale, où nous sommes tous ici en joie, en train de fêter un moment historique de notre pays. Avec tout à l'heure le président Hubert Maga, qui prendra la parole en tant que le père de la nation. C'est le premier journaliste reporter de Radio Dahomey. Son nom est gravé à la proclamation de l'indépendance. Quand Richard Nabozo présente le journal, tout le monde se tait et écoute. On entend les mouches voler. Il avait une voix d'or, comme on le dit de Tino Rossi. Cette voix d'or, il l'emporte à la tombe. Parce qu'il y a un an, nous étions allés le visiter. Il était déjà fatigué. Il n'entendait pas bien. Mais quand il parle, la voix était intacte. Il est très tôt parti. Si bien que il n'est pas trop connu de la génération après nous autres. On a eu la chance de le côtoyer parce que très tôt, on l'a retiré du circuit. Richard Nabossou faisait partie du lot sous la Révolution qu'on a dispatché un peu partout. Certains sont mis dans l'administration, ont été nommés CD. Lui, il avait été envoyé à l'ambassade du Bénin à Ottawa, au Canada, pour servir d'attaché culturel. Je l'ai connu, il m'a affectionné personnellement, parce que quand j'étais directeur des relations publiques, il me visitait beaucoup. Il voulait me donner des conseils, beaucoup de conseils. Et il était vraiment très paternel. Il était paternel sur le plan professionnel. Il avait une ouverture d'esprit et surtout une humilité qui caractérise des grands hommes. C'est avec grand regret, je vous assure, que nous avons appris la nouvelle du rappel à Dieu de mon cher, bien-aimé et regretté Richard Niamosso. Ce nom, cette voix, en tout cas ma génération l'a adoré, je vous assure. Celui-là fait partie de ceux qui m'ont poussé au journalisme. L'un des souvenirs que j'ai gardé de lui, un jour, j'étais allé à l'ORTV. Et je l'ai rencontré par hasard. J'étais allé à la radio nationale pour une émission. Je n'ai pas pu savoir ou reconnaître que c'est lui qui me dépassait. Et il a dit, Constant. Ah, j'ai dit oui. J'ai dit, oh là là, doyen, c'est vous, c'est Richard Niabossou.
Il dit, ah, je suis étonné, j'ai cru un instant que vous ne me reconnaissiez plus. Je dis, non, je vous ai reconnu, certainement mon esprit n'est pas ici, il est ailleurs. Vous savez qu'on a passé plus de 30 minutes à parler. Et il dit qu'il est venu dire aux collègues que les gens parlent mal le français. Je dis, c'est à cause de ça que vous êtes déplacé, doyen? Il dit, mais bien sûr. Ah oui, notre langue officielle, pour l'instant, c'est le français. Il faut bien le parler. Je suis malade quand on parle mal le français que j'écoute. J'ai dit, c'est vrai, doyen. C'est la vieille école. Je vous comprends. C'est pas l'école nouvelle. Ah non. Ces gens-là ont appris à écrire avec la plume, l'encre et le buvard à côté. Vous imaginez, il m'a rappelé ça. Et il dit non, c'est pas l'école nouvelle, non, c'est l'école ancienne. Je veux que cette langue, qui est une merveilleuse langue, le français, que nous parlions cette langue de façon merveilleuse aussi, joyeuse. Quand demain on nous dira que c'est le fon, ou le goum, ou le yoruba, qui constituent aussi d'autres langues nationales, nous comprendrons. Mais pour l'instant, c'est le français. Je ne supporte pas qu'on parle mal le français. Ah, j'étais très ravi. J'ai dit merci, doyen. Et il m'a dit, c'est à cause de ça qu'il s'est déplacé. Vous imaginez? Ça lui tenait à cœur. Bien parler la langue, qui est la langue officielle, le français. Ce n'est pas une affaire de colonisation. Non, non. C'est une affaire de valeur. Une langue est une valeur qu'il faut conserver, qu'il faut améliorer, qu'il faut développer. Et le doyen Richard Niambossou nous a appris cela. Richard Niambossou est un grand journaliste. C'est un grand homme. Je ne peux que lui souhaiter un bon repos. Cette édition se poursuit. L'agence de notation financière internationale Fitch a confirmé la notation du Bénin à B+, avec perspective stable attestant de la résilience du pays face à la pandémie de la COVID-19 et de la qualité de la gestion des finances publiques. C'est le résultat direct des réformes et initiatives du gouvernement dans le secteur économique. À la faveur d'une sortie médiatique dimanche, le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Liandrongbeji, est revenu sur les facteurs qui justifient la résilience économique du Bénin. Les explications du porte-parole du gouvernement sur ce sujet ont été appréciées par les débatteurs de la rubrique « Ça se discute » de Le Grand Soir de ce lundi. Le résumé des interventions dans ce compte-rendu de Aziz Adam Souli. La sortie médiatique du porte-parole du gouvernement sur les sujets brûlants de l'actualité était au cœur des débats sur le plateau de Ça se discute de ce lundi. Les efforts fournis par le gouvernement en termes de résilience économique tels que évoqués par Wilfrid Liandrongbeji ont suscité les analyses des débatteurs. Avant la Covid-19, le gouvernement prévoyait déjà en réalité atteindre une croissance à 2 chiffres. Malheureusement, le coronavirus est venu et puis tout a chuté. Et pas qu'au Bénin, mais dans tous les pays. C'est vrai que les difficultés sont toujours au niveau des populations, mais quand on compare le Bénin à certains pays, il faut quand même dire qu'ils ont eu en réalité de l'équilibre dans la façon de faire, de l'équilibre dans la manière de maintenir un peu le niveau de vie presque égal, même si ce n'est pas égal, il y a une certaine quand même cherté. Ils essayent encore de réduire les prix de certaines denrées, histoire toujours quand même de faciliter un peu la vie aux populations. Il faudrait continuer comme ça et sinon améliorer surtout. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la question du niveau des prix. Le ministre du gouvernement le disait, nous n'en sommes pas encore à la pénurie ni à la rareté. Donc ça permet quand même d'avoir le minimum. Et ce qu'il y a, c'est de jouer en fait sur ces prix. Et ça a un certain nombre d'éléments qui ne dépendent pas que du gouvernement, la question des prix. Et il a bien sûr le dit. Nous sommes dans une culture, c'est pas, en matière commerciale où nous avons un problème avec la transparence. Il y a un bon nombre de facettes de ce que nous vivons qui dépendent de nous-mêmes, de nos comportements, de nos habitudes. Qu'ils vous souviennent, on a plafonné les prix pour espérer sur le plan économique par rapport à notre capacité de résilience que nous continuons à avoir les meilleures stratégies
qu'il faut. C'est parce qu'aujourd'hui, les Béninois ont compris qu'il y a du concret. Pour ceux qui sont en train d'accepter, en tout cas de se mettre dans la bataille, de se mettre dans le jeu, d'accompagner tout ce qui se fait à travers, en accompagnant les dispositions qui sont prises, les réformes qui sont engagées sur le plan économique, sur différents plans. Je crois qu'il y a du concret aujourd'hui pour le Béninois. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas accompagner? Parce que depuis très longtemps, on assistait à autre chose. L'autre sujet qui a également fait objet de débat sur l'émission est celui relatif à la participation de l'opposition aux prochaines élections, une préoccupation à laquelle le porte-parole du gouvernement a annoncé que les élections seront ouvertes. Le code électoral révisé en 2019 a apporté des innovations majeures dans la composition de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ces changements interviennent à partir de l'article 18 qui précise que la Sénat est désormais composée de 2 organes, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Le premier est globalement chargé de la coordination et de la supervision. Le second, quant à lui, est un organe opérationnel. Quelles sont les missions spécifiques assignées à ces 2 organes? Je vous invite à suivre cette production de Mathieu Bocor pour plus de précisions. Il représente les nouveaux membres du Conseil électoral. Le Conseil électoral CE est composé de 5 membres. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur probité et sont désignés ainsi qu'il suit. 1. Par la majorité parlementaire. 1. Par la minorité parlementaire. 1. Par le président de la République. 1. Par le chef de file de l'opposition. Un magistrat en activité ou non, désigné en Assemblée générale des magistrats. Le Conseil électoral, l'un des 2 organes qui composent la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il a été institué par le Code électoral voté en novembre 2019. Ils sont invités à prêter serment. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part? Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. En effet, la Sénat est composée désormais de 2 nouvelles structures, à savoir le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Le Conseil électoral est dirigé par un président et un rapporteur élus par le père. Le président du Conseil électoral est le président de la Sénat. Il représente l'organe et dispose d'un personnel d'appui composé d'un assistant, d'un secrétaire particulier et d'un agent. Les 4 autres membres du Conseil électoral disposent chacun d'un assistant. Il faut rappeler que les fonctions de membres du Conseil électoral sont incompatibles avec celles du gouvernement ou des autres institutions de la République. Précédemment, avec l'ancien code, il y avait 2 organes qui géraient la Sénat. Ce qu'on appelait l'Assemblée plénière, composée de 5 membres, et le secrétariat exécutif permanent, composé de 4 directions techniques. Mais à l'époque, avec cette organisation, le législateur s'est rendu compte que la part du politique dans le fonctionnement de l'institution était prépondérante et peut-être alourdissait un peu la gestion des élections. Donc la philosophie, selon ma lecture des nouvelles dispositions, c'est de réduire la part du politique dans le fonctionnement de la Sénat et renforcer l'aspect technique de la gestion des élections pour plus d'efficacité. Le poste du président de la Sénat est confié à Saka Lafia. C'est désormais lui qui prend le relais de l'ancien Emmanuel Tiando. Il a donc pour rôle de poursuivre la mission républicaine. Il sera en permanence pour la convergence d'intérêts divergents. Face à la délicatesse de votre mission, je ne pourrais que vous suggérer 3 recommandations. Le respect des textes, la cohésion en votre sein
et être à l'écoute de votre conscience. Eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission de la Sénat, m'amène d'emblée à prendre l'engagement, à mon nom propre et au nom de mes collègues, à ne ménager aucun effort afin de mériter amplement cette confiance. La nouvelle Sénat mesure la mission à elle confier. Le premier défi est 2023 concernant les législatives. Il faut donc mettre tout en place pour relever ce challenge. Autrement, la mission principale du Conseil électoral est de veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes. Adopter le règlement intérieur de la Sénat. La Sénat est également composée d'une direction générale des élections qui est l'organe technique et opérationnel de l'institution. La DGE est placée sous la supervision du Conseil électoral et est chargée de la gestion de l'administration. Outre ce Conseil électoral, le bras opérationnel de la Sénat porte désormais le nom de Direction générale des élections, avec à sa tête un directeur général des élections, assisté de 4 directeurs techniques. Et c'est le directeur général des élections qui est l'ordonnateur du budget. Plus spécifiquement, la DGE assiste le Conseil électoral dans l'accomplissement de sa mission. Elle assure la préparation et l'organisation des opérations électorales et référendaires. Elle élabore des projets de documents d'actes et de procédures destinés, d'une part, à assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et à d'autre part, garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. Déjà, c'est une bonne chose pour la nation que nous ayons des structures relativement correctes, mais l'inquiétude, c'est qu'il n'y a que ces 2 forces présentes à l'Assemblée nationale qui gouvernent complètement les élections. On verra bien ce que les choses vont donner avec le temps. Ce qui devait être leur leitmotiv, c'est vous m'avez désigné, et puis cette fois-ci, ils sont désignés, je ne vous reconnais plus. Je suis en mission pour mon pays, j'accomplirai ma mission tant bien que mal. Nous n'avons pas pour le moment des raisons de douter de leur impartialité, des raisons de douter de leur efficacité dans la mission qui leur est confiée. Il y a un temps, c'est à quelques encablures des élections que la bagarre de désignation des membres de la Sénat commençait à l'Assemblée. Et les jeux de couloir et qui doit contrôler et tout ça, nous savons ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous avons un organe technique avec quelqu'un qui est responsable de cette activité-là et qui pourra répondre en cas de page, qui pourra répondre très devant les tribunaux s'il y avait faute. Visiblement, les défis qui attendent la nouvelle équipe de la Sénat ne sont pas négligeables. Vous prenez une succession difficile. Les sortants ont placé la barre trop haut. Et je veux espérer que comme le Bénin excelle de plus en plus dans l'amélioration de ses performances, je vais espérer que si insuffisance il y a pu y avoir pendant l'exercice des fonctions des sortants, que vous serez y remédier. C'est désormais donc la course contre la montre. Il faut rappeler que la Sénat est invitée à organiser les élections législatives le 8 janvier 2023. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin. Vous avez également l'opportunité de nous suivre en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.